Bonjour à tous, moi c'est Ariane Guédure, je suis architecte et je prépare une thèse en patrimoine architectural. Ma thèse est une collaboration entre l'école d'architecture d'Alger, laboratoire LDAP, et le laboratoire de piscine de l'Université de Poitiers. Oui, c'est qu'on va faire la suite. Donc, c'est un peu pénible. Voilà. Voilà. Tu peux repartager l'écran. C'est bon. Merci. Alors, donc par rapport à notre sujet, je vais vous présenter un outil qu'on est en train de développer qui va nous servir pour faire de l'éducation au patrimoine quand on s'adresse à des jeunes. Notre outil, on a baptisé Trame. C'est réacteur quoi. Alors, dans la présentation, je vais commencer par rappeler le contexte de l'éducation au patrimoine et la place de la réalité virtuelle dans le domaine. On verra ensuite ensemble les problématiques finalement que les musées et les établissements culturels auxquels font face les musées et les établissements culturels dans ce domaine, dans tout ce qui est numérique, notamment quand on s'adresse aux jeunes. Je vous présenterai ensuite le prototype qu'on a mis en place et l'expérimentation avec. Et je finirai par présenter un peu nos anciens enseignements, notre bilan et nos perspectives. Bon. Pour commencer, je rappelle donc que l'importance de l'éducation patrimoine n'est plus d'actualité. Pour nous, c'est quand même un enjeu important d'appropriation de la mémoire collective, du sentiment d'identité culturelle, notamment pour les jeunes, c'est très important. Et cette éducation, cet enseignement, aujourd'hui, il est plus porté par les musées et les établissements culturels que par l'école. Les musées ou ces établissements donc, se retrouvent confrontés aujourd'hui à la question de il faut développer des outils numériques, premièrement pour attirer les jeunes et ensuite pour donc étendre leur collection au-delà des murs des établissements. Alors, un de ces outils numériques qu'on retrouve très souvent, c'est la réalité virtuelle. Donc aujourd'hui et depuis 2 décennies, elle présente un intérêt important, notamment dans la médiation, dans le patrimoine en général, dans la médiation et l'éducation en particulier. Et on peut retracer cet intérêt aux premiers travaux de Maria Rousseau en 1998, qui a commencé à s'intéresser à ça avec la version de la réalité virtuelle de l'époque et qui continue jusqu'à aujourd'hui à travers plusieurs recherches, des conférences dédiées, etc. Donc, il y a vraiment plusieurs études qui sont nées depuis et on retrouve souvent donc, dans les titres des choses comme revivre le passé, comme expérience immersive, etc. Et donc, c'est cette partie qui est très dans l'expérience qu'on trouve dans l'outil qui nous a intéressés.
Alors, quand on pense un petit peu à la réalité virtuelle, on se dit qu'est-ce qui va finalement nous mener à un outil, qu'est-ce qu'on doit voir, qu'est-ce qu'on doit retrouver finalement dans un outil. On est allé voir un petit peu les méthodes et les techniques utilisées. Donc, premièrement, on sait qu'il va falloir faire de l'acquisition, à partir de laquelle on doit retrouver les volumes, donc les formes tout simplement de l'objet ou du site patrimonial, auquel il va falloir apporter un plaquage de texture, donc il y aura le traitement de texture. Toutes les questions aussi qui sont relatives à l'éclairage pour après avoir donc notre modèle qu'on va pouvoir utiliser. Donc, on est allé voir un petit peu qu'est-ce qui se faisait pour pouvoir nous positionner et choisir aussi la méthode qu'on allait utiliser pour notre prototype. Il y a deux grandes tendances, on va dire, qui va nous permettre d'avoir donc finalement notre modèle qu'on utilisera. La première, c'est la modélisation manuelle. J'ai pris deux exemples ici à étudier. Le premier, c'est un projet qui date de 2004, donc de Sabri El Hakim. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de modéliser la coque externe de plusieurs monuments historiques. Donc ça, c'est vraiment de la modélisation manuelle. Et un autre projet un tout petit peu plus récent, qui pareil, c'est de la modélisation manuelle aussi, qui est celle de la mosquée Sélénié en Turquie. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un petit peu un projet hybride finalement, parce qu'ils ont quand même fait de l'acquisition par scanner, ils ont récupéré l'image de point, et ensuite, ils l'ont modélisé manuellement avec le logiciel 3ds Max. Voilà. Donc, on retrouve plusieurs logiciels en réalité dans l'état de l'art. Donc, on a Blender, 3ds, SketchUp, etc. Mais si je vous présente ce projet, c'est parce que j'ai pu récupérer des informations par rapport à qu'est-ce que ça impliquait de le réaliser. Donc, pour la partie d'acquisition des données, il faut savoir que ce projet demande un scanner laser, des appareils à photo et plusieurs objectifs, un effectif de 3 personnes et une période d'1 mois. Et pour la réalisation, donc dans la modélisation géométrique manuelle, on a une équipe de 24 personnes, une période de plusieurs semaines et un matériel informatique assez performant. Voilà. Donc, pas mal d'équipements nécessaires et puis des équipes pluridisciplinaires aussi. Ensuite, on a la deuxième grande tendance de la modélisation qui est la photogrammétrie. Là encore, plusieurs outils, plusieurs façons de faire. J'ai pris les deux premiers exemples, donc la restitution 3D faite par Eugène Jing en 2019. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré des images chez des gens qu'ils avaient chez eux, où c'était du crowdsourcing, donc en fait récupérer des images chez les gens et essayer de faire de la photogrammétrie à partir de là. Donc ici, en effet, c'est un petit peu de la photogrammétrie qui va coûter moins cher. Donc pareil pour ce projet où donc c'est un monument qui avait déjà des échafaudages depuis des années, donc il fallait encore une fois récupérer des images qui étaient déjà là chez les gens et puis créer le modèle 3D à partir de là. Sur ce projet, donc on est sur un site archéologique. Là, les moyens commencent à être un peu plus importants. Il fallait faire tout un travail d'éclairage avant de pouvoir faire la photogrammétrie dessus. Donc, on ne pouvait pas prendre des photos directement. Puis, il y a aussi une grande question par rapport aux textures qui a été abordée dans ce projet. On peut aussi citer le projet de numérisation des palais d'études d'Aquitaine de Poitiers, qui a été donc fait par une collaboration d'Archéovision et le Centre des études supérieures des civilisations médiévales de l'Université de Poitiers. Et pour finir, j'ai pris ce projet, un petit peu controversé, mais c'est le projet Nefertari Journey to Eternity. En réalité, c'est un projet qui est visitable en ligne sur des plateformes de jeux vidéo comme Steam. C'est un projet qui dit, en tout cas, être créé à 100% en photogrammétrie.
et qui est annoté, etc. Donc, c'est vraiment un projet, je ne sais pas qu'il y avait derrière, s'il y a eu de vraies recherches ou de vrais historiens qui ont travaillé dessus. En tout cas, il y a un projet de photogrammétrie. Donc, ici, les moyens sont très, très importants pour pouvoir réaliser un projet comme celui-ci. Alors, tous ces exemples et les hasards en général nous a poussé à nous poser des questions. Donc, on a vu que pour la modélisation géométrique manuelle, il fallait avoir des outils techniques qui étaient importants, des équipes pluridisciplinaires qui pouvaient aussi assurer derrière le travail. Et pour la photogrammétrie, c'est un petit peu plus accessible. Par contre, ça l'est uniquement pour des petits objets. Donc, si on parle de sites archéologiques comme pour nous, un site architectural, on a fait l'expérience, c'est très très compliqué de faire de la photogrammétrie sur tout un palais. Il faut encore une fois beaucoup de moyens, que ce soit dans l'acquisition que dans le traitement finalement de l'information. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est quels outils et techniques grand public on va pouvoir utiliser pour créer finalement notre modèle 3D qu'on utilisera ensuite pour notre expérimentation. Et notre deuxième question, c'est par rapport à notre approche pédagogique, puisque de-delà du modèle 3D et de la visite virtuelle, donc on veut réellement avoir un outil pédagogique qui sera utilisé pour atteindre de vrais objectifs qu'on aura définis au préalable. Donc, il y aura toute cette partie pédagogique qu'on verra un petit peu plus tard. Voici donc les contraintes qu'on a choisi finalement d'intégrer dans notre prototype. Premièrement, il fallait qu'on utilise un matériel informatique standard, donc tout a été créé sur ce MacBook. Ensuite, il fallait qu'on assure une navigation fluide, c'est-à-dire que les utilisateurs n'auront pas non plus un grand matériel, il fallait quand même avoir quelque chose qui soit facilement utilisable. On a utilisé principalement des outils de construction virtuelle en accès libre. Et on a essayé de combiner, donc on a combiné les méthodes, vous allez voir, entre la modélisation manuelle et la photogrammétrie. Et enfin, aussi s'assurer que notre environnement soit multimédia pour maximiser l'accessibilité de notre outil. Pour le cas d'étude, nous avons pris le palais du Bardo d'Alger, d'où le nom Prado. En fait, on dit que le nom Bardo, c'est juste la déformation du mot Prado qui veut dire prairie en espagnol. Donc, on l'a appelé un petit peu comme ça. On a choisi ce palais, premièrement parce que c'est une icône de l'architecture mauresque d'Alger, mais aussi parce que ces espaces sont assez complexes étant donné qu'il a connu plusieurs stratigraphies dans plusieurs époques différentes. Donc, il a été construit au XVIIIe siècle et qu'ensuite, il y a eu plusieurs occupations de cultures différentes. Donc, on a eu la culture ottomane, on a eu la culture française, puisqu'après, il a été occupé donc, par des Français. Et ensuite, il y a eu la période post-coloniale qui fait que il y a eu encore des ajouts au palais. Par rapport à notre méthodologie de travail, donc, dans un premier temps, pour l'acquisition des données, nous avons utilisé toutes les sources qui étaient en notre position. Donc, on n'est pas parti de zéro. On a premièrement utilisé des documents qui étaient existants. Par exemple, tout ce qui était documents graphiques, il y avait les cahiers de la restauration du palais qui étaient déjà publiés dans un livre, donc on a pu récupérer ça. Des documents d'archives, notamment ceux qui sont les descriptifs, etc., qui étaient publiés dans la revue des chantiers nord-africains. Et puis, on a utilisé aussi toutes les iconographies des différentes époques qu'on a pu retrouver. On est quand même allé sur place pour compléter avec des relevés métriques et des relevés photographiques, donc avec un matériel très simple qu'on pouvait voir ici. Et pour nos techniques de modélisation, donc comme je disais, on est parti sur des outils soit gratuits, soit très peu chers. On a utilisé une partie en modélisation manuelle, ça c'est par rapport au palais.
Pour cela, on a utilisé le logiciel SketchUp en ligne, donc c'est la version gratuite de SketchUp qui était amplement suffisante ici. Ensuite, on a complété notre modèle par de la photogrammétrie. Ça, c'était tout ce qui était objet. Par exemple, s'il y avait une fontaine, ça aurait été un petit peu compliqué de la modéliser manuellement. Donc, on a utilisé la photogrammétrie pour cet objet-là. Et pour cela, on a utilisé MetaShape dans sa version standard. Il a fallu ensuite faire un traitement ou un travail sur les textures. Donc pour ça, on a utilisé le logiciel en ligne, encore une fois, gratuit Photopea. Et enfin, pour mettre tout ça ensemble et créer notre visite virtuelle, on a utilisé Unity qui, selon certaines conditions, permettait aussi d'avoir un accès gratuit. Alors ici, je vous ai mis un petit extrait de comment on s'y est pris. Je vais revenir un peu en arrière. Alors, il suffisait pour nous donc de retracer les plans qu'on avait déjà. C'est un petit exemple. En réalité, on avait recréé en 2 dimensions d'abord tout le palais. Et ensuite, par simple extrusion, donc on pouvait avoir la 3D. Il y a quand même un petit travail qui a été fait sur les arcs et les voûtes, directement sur le logiciel de modélisation. Puis ensuite, on est venu faire un travail sur les textures, comme vous pouvez voir ici. Donc, j'ai pris cet exemple du toit parce qu'on n'avait pas le recul nécessaire pour prendre tout le toit en photo. Donc, on a dû le prendre en 2 fois. Recréer la texture en entier. Donc, travailler la perspective et ensuite le remettre sur SketchUp pour flatter la texture et la remettre à l'échelle. Donc, voici comment on a pu réaliser ça. Ensuite, pour la fontaine, donc je vous disais tout à l'heure qu'on avait utilisé MetaShape pour la créer en photogrammétrie. Sur Unity, on a pu très facilement regrouper, la replacer à l'intérieur en fait, du reste de l'espace 3D. Une fois qu'on avait tous nos éléments, nous sommes passés donc à Unity. On a ajouté les instances géométriques qu'on avait créées. On a activé tout ce qui était gravité, solide, etc. pour nous permettre de détecter tout ça. On a ajouté la navigation libre. Donc, on a utilisé des templates ici. Unity permet de récupérer des first-person controllers, par exemple, qui nous permettaient tout simplement d'ajouter un personnage pour se déplacer. Mais dans un souci de navigation fluide, ce qu'on a fait, ce que vous pouvez voir dans la première image, c'est qu'on a créé une scène par espace. Ça permettait, en fait, on a découpé finalement notre modèle 3D et on a créé une scène par espace. Ça permet de charger les espaces à la demande au lieu d'avoir tout le modèle en même temps et d'alourdir un petit peu finalement la navigation. Et on a créé une petite commande qui permettait à l'apprenant, en cliquant sur un bouton, d'accéder donc d'une pièce à une autre. Et à la fin, donc, on a mis nos bornes d'information qui nous permettaient justement, je pense que je dois y revenir voilà. Donc, à la fin, on a mis nos bornes d'information. Alors, les bornes d'information, c'est ça qui va nous permettre de mettre notre scénario pédagogique en place. Alors, pour notre approche pédagogique, donc on a dit qu'il fallait enseigner donc, le patrimoine à des adolescents. Ici, on a 3 notions à prendre en compte. La première, c'est que on a dit que ce n'est pas les écoles qui vont faire ça, c'est plutôt des établissements culturels. Donc, c'est ce qu'on appelle, donc ça rentre dans ce qu'on appelle l'éducation non formelle. C'est l'éducation qui est faite donc par des établissements qui ne sont pas écoles. Donc ici, il y a des règles déjà à respecter. Premièrement, il faut avoir des objectifs spécifiques qu'on aura prédéterminés. Le temps d'apprentissage doit être à court terme et le contenu doit être contextualisé, personnalisé avec une méthode un petit peu flexible. La deuxième chose qu'il faut prendre en compte, c'est le patrimoine. Donc, le sujet n'est pas anodin et il faut aussi respecter sa spécificité. Donc là, on s'est intéressé à la notion d'interprétation du patrimoine.
Encore une fois, ici, il y a certaines notions à respecter. Premièrement, les sources d'information doivent être fiables. Deuxièmement, encore une fois, contextualiser le sujet qu'est le patrimoine. Ensuite, permettre l'accessibilité et la compréhensibilité du sujet. Et bien sûr, le rendre plus attractif, étant donné qu'on va parler à des jeunes. Et la troisième catégorie, c'est notre cible. Nous nous sommes intéressés aux tendances pédagogiques dites nouvelles. On s'est arrêté sur la pédagogie Montessori, qui ici aussi nous donne des lignes à suivre. Premièrement, notre apprentissage doit être immersif, basé sur l'apprenant. Il faut aussi qu'il soit, nos programmes doivent être aussi flexibles. Et enfin, donc, tout ce qui est Montessori, c'est qu'en fait, on va créer finalement un environnement d'apprentissage où il doit y avoir donc le contenu, un guide, un matériel didactique aussi adapté à la cible qui va pouvoir l'utiliser. Alors, pour mettre en place, du coup, faire le lien entre toutes ces notions que je viens dont je viens de parler et notre modèle 3D. Donc, comme je vous disais, c'est fait principalement par rapport avec les bornes d'information qu'on a mis en place. Donc, on a mis des bornes d'information dispersées un petit peu partout dans le palais. Donc, ça, c'est la partie apprentissage par la découverte. On avance, on retrouve des bornes d'information qu'on peut découvrir. Les informations en elles-mêmes qu'on va trouver, elles sont multimédia. Il y a du son, ça sera ma voix, du coup, et des images, des schémas, et l'utilisateur aura le choix entre l'information, le format d'information qu'il va vouloir voir. Ensuite, on a aussi mis en place un guide qui, lui, est affiché en permanence. Vous allez le voir après dans la visite. Il permet premièrement, il y a un petit plan en bas qui permet de montrer où est-ce qu'on se trouve. Donc, il y a toujours une petite icône où est-ce qu'on se trouve. Ça permet un peu de contextualiser. Et il y a aussi des notes où on dit toujours à l'apprenant, notez bien ceci, regardez bien cela, etc. Donc, ça nous permet de le guider tout au long donc, de la visite, qu'il ne soit pas un peu livré à lui-même et qu'il puisse aussi répondre au questionnaire qui viendra après. Donc, on a des objectifs prédéfinis. Il faut certaines informations qu'il va bien falloir apprendre finalement. Donc, ce guide est là pour ça. Et ici, donc, vous allez voir juste après, je vais vous montrer un petit extrait. Donc, notre objectif, c'était d'aider l'apprenant dans sa visite à la fois lire les informations qu'on a mises, mais aussi de voir ce qui se passe autour. Donc, vous allez voir qu'en fait, le guide, il prend uniquement une partie de l'écran et il peut donc lire et regarder au même temps. On va faire un petit extrait de la visite un peu rapide. Donc, vous pouvez le voir, on peut regarder, on peut lire en même temps et voilà, on peut naviguer. Et ça permet à l'apprenant d'apprendre un petit peu à son rythme. Voilà, c'est un petit extrait un petit peu de la visite. Alors, j'aimerais quand même me dire qu'on parle de réalité virtuelle. Pour cette première expérimentation, on l'a fait sur PC. Donc, c'est la réalité virtuelle dans le sens où on peut naviguer, etc. La version pour un casque de réalité virtuelle a été faite, elle existe. L'expérimentation n'a pas été faite comme ça. Premièrement, pour des questions d'accessibilité et deuxièmement, encore une fois, pour des coûts parce qu'il faut des casques, etc. Ce n'est pas non plus des casques très performants qu'il faut. Un simple Google Cardboard suffit avec une petite manette. Mais en tout cas, cette première expérimentation n'a pas été faite comme ça, peut-être pour les prochaines. Alors, pour l'évaluation de notre outil, on a essayé d'évaluer notre outil sur 3 niveaux. Premièrement, on a voulu savoir à quel point donc, les apprenants ont pu retenir ce qu'ils ont pu voir, donc les aspects visuels.
Deuxièmement, à quel point ils ont pu retenir les informations qui sont données par le guide, c'est-à-dire qu'ils ont pu lire ou entendre. Et troisièmement, on a utilisé le système Usability Scale qui nous permettait d'évaluer l'interface utilisateur cette fois-ci. Donc ici, on a tout simplement à la fin de la visite virtuelle, quand on clique sur quitter, on ne sort pas, on se retrouve plutôt sur un questionnaire. Donc, qui est divisé en trois parties. Donc, la première, c'est à propos de l'environnement visité, où il y avait une dizaine de questions. La deuxième, c'est par rapport à tout ce qui est information qu'on aurait lues ou entendues, donc comme je disais, une dizaine de questions aussi. Et enfin, donc, c'est le système Usability Scale avec des questions qu'on a juste adaptées à notre plateforme pour savoir est-ce que finalement notre outil est utilisable facilement ou pas. Alors, là où on en est aujourd'hui. Donc, on a fait cette première expérimentation. On a les premiers résultats qu'on est encore en train d'analyser. Donc, comme je vous disais, on aimerait bien avoir donc, une première partie qu'on a fait sur PC et qu'il y aura une autre avec des casques de réalité virtuelle pour pouvoir justement comparer les deux versions par rapport à l'utilisabilité des deux. Et on souhaiterait aussi retravailler un petit peu sur notre modèle 3D finalement, essayer d'améliorer le réalisme, essayer de retravailler aussi les questions d'éclairage qui n'ont pas été prises en compte ici, et aussi d'optimiser un petit peu plus le modèle. Là, donc ça fonctionne à peu près sur tous les ordinateurs, très probablement sur tous les téléphones, on les a essayés sur 2 ou 3. Mais il faut savoir qu'ici, tout le palais n'est pas accessible, mais uniquement 3 pièces et la cour. Et si on rajoute d'autres pièces, il se peut que voilà, ça commence un petit peu à ralentir. Donc, on aimerait bien rechercher un petit peu plus dans les questions d'optimisation du modèle 3D. Voici où nous en sommes maintenant. Donc, je vous écoute pour vos questions ou vos remarques sont les bienvenues. Merci beaucoup. Et on est parfaitement dans les temps, donc on va pouvoir prendre une autre question. Moi, j'ai une question curieuse sur les résultats. Qu'est-ce qu'on retient? Justement, qu'est-ce qu'on retient? On est en train de les analyser, les résultats. Bon, déjà, a priori, par rapport à ce qu'on a pu, par rapport à l'acquisition d'informations, on voit qu'il y a quand même une amélioration. Il y a eu un pré-questionnaire pour savoir un petit peu ce que voilà, les gens connaissaient déjà le palais, etc. À la fin, on sort avec des résultats plutôt bons. Les gens ont pu répondre aux questions, notamment sur les aspects visuels principalement. C'était là où on a eu les meilleurs résultats. Après, l'information, on ressentait quand même que ça dépend ce que la personne elle est arrivée à la fin finalement, ou à tout lire ou pas. Donc ça, c'est plus par rapport à l'intérêt de la personne au sujet. Et auto déclare la deuxième question. Est-ce que vous prévoyez de faire une comparaison avec les méthodes d'apprentissage classiques ou existantes pour voir la performance de l'utilisation du modèle 3D par rapport à l'utilisation du modèle 3D? Alors, il me semble qu'il y a déjà des recherches qui ont été faites dans ce sens-là, où on compare la réalité virtuelle avec un livre, par exemple. Je sais qu'il y a une étude dans ce sens et que il en est sorti que ce n'est pas du tout comparable, que les jeunes sont beaucoup plus attirés par l'outil informatique, donc ils sont beaucoup plus intéressés par ça. Il me semble que le résultat de cette recherche-là, il disait que clairement, ici, la réalité virtuelle, ils s'intéressaient plus et permettait de leur apprendre mieux. Mais donc, vous ne prévoyez pas que À ce stade de notre recherche, non. En perspective de recherche, oui, probablement. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'aurais une question, parce que ça fait quoi à pas mal de travaux de recherche par exemple, je me questionnais sur les talents que vous avez posés. Il y a un mot qui est pas facile, c'est le mot de storytelling.
Pour autant, vous inscrivez dans cette dynamique-là, il y a eu des travaux, des nombreux tests qui ont été menés sur là-dessus, ou par exemple, dernièrement. Et puis, je m'interrogeais aussi sur tout ce qui est l'usologie de l'inclusion. Par exemple, de la psy, on a des collègues à Paris 13 qui font pas mal de choses ici. Vous n'en avez pas parlé. Du coup, je voulais savoir, voilà, un état d'art, ce qu'il en était. Alors pour l'état d'art, en effet, là, j'ai vraiment choisi des exemples qui me permettaient de souligner les problématiques qui ont été soulevées. Mais par rapport, par exemple, au storytelling, c'est quelque chose qu'on a pris en compte. Le prototype, il est visitable et en fait, si vous allez dessus, vous allez vous rendre compte qu'en fait, par exemple, selon les pièces, on essaie de raconter une histoire en mettant au conditionnel parce qu'on ne sait pas réellement par exemple, là, pour la pièce que vous avez vu passer, qui était très décorée, donc on dit que c'était la chambre de la favorite du sultan. Donc on n'a pas l'information, on essayait de raconter cette histoire en la mettant bien en conditionnel, en disant voilà, c'est une histoire, voilà. Donc on essaye de le présenter comme ça. C'est quelque chose qui ressortira forcément dans la thèse quand on mettra tout l'état de l'art, mais c'est vrai qu'ici, c'est pas quelque chose que j'ai pris. Merci. J'ai une petite question sur les hypothèses. Une questionnette, vous avez parlé de la méthode contextuelle. Du coup, vous ça fait 3 lignes. Oui. Alors, en année, justement, on a parlé de pédagogie nouvelle parce que voilà, on s'est dit, on va sortir un petit peu de ce qui se fait déjà dans l'école, donc dans l'éducation non formelle. Donc, il y a eu plusieurs, en effet, il y a plusieurs pédagogies qui rentrent un petit peu dans la catégorie de pédagogie nouvelle. Et la Montessori, parce qu'il nous semblait qu'elle était elle était plus en adéquation avec la réalité virtuelle. On retrouve par exemple ce concept d'environnement préparé. Ben, la réalité virtuelle, c'est comme un environnement préparé, justement. C'est que je peux mettre un espace et à l'intérieur de cet espace, mettre tout le matériel didactique dont elle parle. Le guide, donc elle parle de guide, c'est pas un guide qui visite une personne, mais on a mis un guide virtuel, etc. Ça nous paraissait plus quelque chose qui était faisable pour nous, c'est de prendre cette théorie et de la virtualiser, en quelque sorte. Et est-ce que c'est possible, sans alourdir votre modèle, d'avoir des utilisations qui suivent en fait la progression de l'apprenant? Dans combien de temps il reste sur quelle page, quel contenu éthique, quel contenu linéaire? C'est possible ça? La faisabilité est possible, on en parlait justement dans le laboratoire. C'est pas fait dans ce prototype, mais on peut en parler justement pour voir est-ce qu'on allait sur ça, pour voir combien de temps il restait, sur quoi il s'attardait, etc. Et d'un autre côté, on a un petit peu, au début, on s'est dit on met un minuteur et on dit voilà, vous faites ça dans tant de temps, etc. Quand c'est dit, c'est ni en adéquation avec la pédagogie Montessori qu'on a choisie, ni avec le concept de l'éducation non formelle où finalement les gens sont là un petit peu pour s'amuser et faire ça à leur rythme, etc. Mais ne serait-ce que pour le tracking de savoir où ils ont cliqué, où ils se sont hasardés, c'est une information qui serait assez intéressante pour nous. Et on pense justement en parler dans le laboratoire ici, mais peut-être qu'on mettra ça en place pour la prochaine expérimentation. Merci beaucoup.